Bonjour à tous. Répondre à son téléphone ou à ses mails professionnels depuis chez soi, c'est le quotidien des télétravailleurs. Cette pratique est-elle en train de s'implanter durablement en France? Ce sera le thème de cette nouvelle émission de la chaîne Smart City. Bienvenue sur ce plateau avec moi aujourd'hui deux invités. Franz Go, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé en charge du télétravail chez LBMG Worklabs. En face de vous, Ludovic Bu, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant indépendant sur les questions de mobilité. Alors ma première question sera pour vous deux, messieurs. Quand on parle de télétravail aujourd'hui, nous sommes en face d'une vague, d'une vaguelette, d'un tsunami. Comment on pourrait le définir? Peut-être Franz Go pour commencer. Je dirais une vaguelette qui présage d'une vague plus importante. On a coutume de dire que la France est en retard, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a environ 17% de télétravailleurs en France, au sens large du terme, ce qui est équivalent à ce qu'on voit dans d'autres pays, notamment les plus avancés, les pays de Scandinavie. D'accord. Ludovic, en préparant cette émission, vous m'avez dit c'est un phénomène encore mineur par le nombre, mais majeur par les enjeux. Oui, parce que en fait, c'est probablement un tsunami, pas tellement en termes de combien de personnes, mais en termes d'organisation du travail et en termes de manière de voir notamment les déplacements. Puisque le télétravail est une manière de moins se déplacer, voire de ne plus se déplacer. Et donc de réintroduire le travail chez soi ou à proximité de chez soi, au lieu de, comme c'est le cas depuis 150 ans, d'être obligé d'aller loin pour travailler. Il y a une question peut-être de définition. Qu'est-ce qu'un télétravailleur aujourd'hui? Comment le définit Franz? Alors, il y a une définition très précise du télétravail en France, puisque depuis 2012, il y a une loi qui définit ce qu'est un télétravailleur. C'est la pratique régulière en dehors des locaux de l'entreprise, du travail à domicile ou ailleurs. Ça, c'est important de le noter, le télétravail, c'est pas forcément à domicile. Ce qui se passe, c'est qu'on confond souvent le télétravail dans sa dimension officielle, donc tombant sous le coup de la loi, on va dire, avec des pratiques plus générales de mobilité qui techniquement ne sont pas du télétravail, c'est du travail à distance. Ludovic, cette définition légale vous sied? La définition légale, elle est ce qu'elle est. Le législateur, des fois, il a des visions un peu restreintes de phénomènes justement grandissants. Et puis, bon. Mais la question fondamentale, c'est effectivement les nouvelles formes de travail. Et donc, ce cadre légal, il réduit un petit peu le spectre. Il y a toutes les formes de travail avec la téléphonie embarquée, par exemple, ou avec les ordinateurs portables qui sont déjà une forme de télétravail, même si ça ne rentre pas dans le cadre légal. Et puis, il y a de plus en plus de travailleurs indépendants. On est passé de 9 à 11% de la population active en quelques années. Et ce chiffre augmente régulièrement. Et donc, la question du télétravail, ou du travail à distance, ou des espaces de travail partagés, elle est aussi sur cette question fondamentale il y a de moins en moins de grandes entreprises avec de très nombreux salariés sur un même site et de plus en plus de gens qui travaillent de manière à distance, indépendante, en partageant des bureaux avec d'autres indépendants, etc. Et donc, dans la question du télétravail, pour moi, il y a toutes ces questions-là, même si légalement, effectivement, la définition est un peu restreinte. Alors, oui, justement, Franz, vous accompagnez des entreprises. Quel est un petit peu le profil de ces entreprises ou de ces télétravailleurs? Simplement, il est important quand même d'avoir un cadre légal parce que pour les décideurs, les DRH, les directeurs immobiliers qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, on ne peut pas laisser librement les salariés papillonner un petit peu partout. C'est important. Il y a un code du travail en France, il faut que tout ça soit encadré. Et puis il est conséquent. Et il est très conséquent. Et alors vous, les entreprises que vous suivez? Dans les entreprises où je mets en place le télétravail, on voit tout type de télétravailleurs. On a longtemps dit que le télétravailleur était en quelque sorte le cadre supérieur travaillant dans le domaine des services, des activités du tertiaire, etc. Voilà, c'est tout à fait faux en fait. Aujourd'hui, un télétravailleur, on va en trouver chez Renault par exemple, donc on est dans l'industrie. On va trouver des ouvriers, des employés de la catégorie ETAM. Le télétravail s'adresse un petit peu à tout type de population, dès lors qu'en fait, à partir du moment où j'ai une demi-journée par semaine où j'ai pas besoin d'une machine, où je dois faire un rapport écrit sur un ordinateur, je peux télétravailler. Donc en fait, il y a 50% de la population active française qui techniquement peut télétravailler, c'est un rapport du gouvernement. Est-ce que ça concerne aussi les fonctionnaires, les travailleurs du monde Bien public? sûr. La loi dont je parlais tout à l'heure a son pendant pour la partie publique, c'est la loi Sauvadet. Et il y a plusieurs expérimentations du télétravail dans 13 conseils généraux en France notamment, mais aussi au ministère des Finances de Bercy. Ludovic, vous me disiez, il y a du télétravail un peu officiel,
et puis parfois aussi un peu clandestin ou gris, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui le pratiquent sans forcément rentrer dans une charte ou Oui, de mais façon légale. c'est ce que disait Franz à l'instant, il est très bien qu'il y ait un cadre légal. Ce cadre, il sert quand on n'est pas d'accord, ou il sert quand il y a beaucoup d'employés et qu'il vaut mieux cadrer les choses pour éviter que ça parte dans tous les sens. Après, très concrètement, les employeurs, les DRH, etc., ne sont pas stupides, enfin pas tous. Je ne me permettrai pas. Et donc une partie d'entre eux, c'est bien qu'il vaut mieux que quelqu'un travaille chez lui quand il a un rendez-vous juste à côté et qu'il peut passer 2 heures chez lui plutôt que de refaire 2 heures de transport pour venir au bureau, pour rester une demi-heure et repartir. Donc il y a de l'informel et l'arrivée, je le disais à l'instant, l'arrivée d'outils de télématique, donc téléphone, ordinateur, etc., portable, hyper connecté à peu près où on se trouve, permet cette souplesse. Après, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut un cadre. Je pense qu'il faudrait l'élargir, mais ça, après, le législateur fera son travail. Il faut un cadre pour éviter le n'importe quoi, notamment l'employeur qui dirait bah, « moi, j'ai pas de bureau, donc débrouillez-vous, vous travaillez de chez vous, mais vous devez produire ». Notamment l'employeur qui dirait « vous devez produire un nombre de pièces » et pas un temps de travail. Et donc on reviendrait à des normes d'avant 1850, le travail à la pièce qui pose un certain nombre de problèmes sociaux. Donc le fait qu'il y ait des cadres, c'est très bien, hein, il faut, mais il y a une part d'informel qui est aussi une part d'inventivité. Dans des TPE ou dans des PME, on n'est pas forcément sur quelque chose de très normé, très respecté, très cadré. Bon, chacun sait à peu près ce que fait le voisin, et donc on peut être beaucoup plus souple dans la manière de télétravailler, de travailler à distance, etc. Vous parliez des DRH, et là la question sera pour tous les deux. Est-ce qu'il y a encore des freins au développement du télétravail Oui. en France? Énorme. C'est un grand oui, c'est un grand oui. Plein. J'adore parler des freins. J'y pensais ce matin sur la route et en fait, il s'avère que le principal frein, c'est la peur du bureau vide. La peur du bureau, voilà. La peur du bureau vide, elle s'applique évidemment pour le manager. Qu'est-ce que ça veut dire être manager quand en face de moi, j'ai des bureaux vides? Qu'est-ce que ça veut dire que de manager les gens. De manager, de contrôler de façon un peu traditionnelle quand en fait il n'y a personne en face de moi. La peur du bureau vide, c'est aussi pour le salarié. Quel va être l'impact sur mon image, sur ma carrière, si mon bureau est constamment vide? C'est pas forcément bon. Donc il y a une culture du présentiel encore. Une culture du présentiel, mais cette peur du bureau vide, elle s'applique également à la direction générale. Qu'est-ce que le grand patron va penser quand ces bureaux seront à moitié vides? Comment fonctionne une entreprise quand les salariés ne sont pas là? C'est aussi la peur du bureau vide pour le directeur immobilier qui a investi des millions dans une belle tour à la Défense. Finalement, elle ne sert plus à rien. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet investissement immobilier? Donc la peur du bureau vide est le principal frein aujourd'hui en France au développement du télétravail. Mais il n'y a pas vraiment de retard français. Je sais qu'il y a une espèce de fantasme comme ça de dire qu'on est en retard sur le télétravail, vous le disiez tout à l'heure. C'est plus le cas aujourd'hui. Non, si on cumule le télétravail officiel, formel et le télétravail informel, encore une fois, on est proche des pays scandinaves. En revanche, il y a des freins qui sont psychologiques. D'accord. Oui, Ludovic, là-dessus. Il y a un facteur aussi, il y a des facteurs culturels que moi j'ai retrouvé aussi chez les syndicats, dans les grandes entreprises, enfin dans les entreprises où il y a des syndicats, qui disent si on fait du télétravail, c'est la fin du tissu social et du lien social entre salariés face au patronat. Et donc c'est l'atomisation, et donc on n'est plus en lien les uns avec les autres. Alors évidemment c'est un fantasme, puisque de toute façon on se retrouve toujours à un moment donné, même si c'est une fois par mois, même si c'est... un télésyndicat à inventer, ça sera le terme d'une autre par émission. Ailleurs, on peut évidemment inventer. Mais il y a des réticences culturelles. Mais après, vous parlez beaucoup des pays scandinaves, il y a aussi une réalité qui est que dans les pays scandinaves, 3 ou 4 mois par an, c'est difficile de se déplacer. Parce qu'il y a de la neige partout, parce qu'il fait moins 10, moins 15, moins 20. Et donc, on se dit, bon, bah, faut qu'on continue à travailler, et donc on s'adapte. Or, chez nous, on ne conçoit pas encore, alors que les réseaux routiers de transport en commun sont saturés, on ne conçoit pas encore qu'on a un problème de déplacement et qu'il faut le résoudre. Et le télétravail est une manière de le résoudre. Alors justement, dernier point, parce que le temps passe assez vite, cette série d'émissions est consacrée à la mobilité. Est-ce que du côté de nos décideurs, de nos élus, de nos collectivités, le télétravail est aujourd'hui considéré comme un outil au service des politiques de mobilité ou de transport, ou pas encore? Totalement. J'ai eu l'occasion de travailler pour un certain nombre de communautés de communes, de départements, de régions, qui mettent en place des dispositifs visant à faciliter le télétravail, en l'occurrence la création d'espaces de télétravail, de télécentres.
Simplement, à titre personnel, je pense que ce sont des stratégies visant à renforcer l'attractivité du territoire, à relocaliser le travail sur son Donc c'est les territoire. territoires ruraux par exemple Oui, en particulier, mais aussi de plus en plus périurbains autour de Paris. Le problème, c'est que la mobilité, pour une grande entreprise, ne se conçoit pas avec 1 ou 2 télécentres par-ci, par-là. Une grande entreprise de la Défense, elle a 80 000 salariés qui travaillent dans 10-15 départements différents. Donc c'est pas avec 1 ou 2 espaces de télétravail qu'on va résoudre le problème. Donc je pense que les collectivités aujourd'hui devraient approcher le problème avec une approche nationale et pas ultra-locale comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors qui s'intéresse? C'est les élus au transport qui devraient s'intéresser à ces sujets Ludovic? Idéalement, ça devrait être des élus au transport, mais bon, justement, sur la base de je mettrai moins d'argent dans les transports et un peu plus dans le non-transport. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une fantasmagorie qui reste très liée à... là, le Forum des vies mobiles vient de sortir une étude sur les grands mobiles. Et alors, on a toujours l'image que le grand mobile, c'est le type qui est habillé comme moi et qui a un ordinateur portable. Bah, pas tellement, en fait. je travaille chez moi, donc déjà, en termes de mobilité... Donc le fantasme du grand mobile. Le fantasme du grand mobile c'est le cadre sup, et donc il faut faire des espaces de travail qui correspondent au cadre sup. Et cette étude donc, du Forum des vies mobiles sur les grands mobiles montre qu'en fait c'est tout autant les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, etc., que le cadre sup. Et là, ni les collectivités ni les employeurs ne se sont encore emparés de ce sujet-là. Or, ça concerne tout le monde, et donc il faut aussi des espaces de travail qui correspondent à un endroit où on peut téléphoner, à un endroit où on peut recevoir du public, etc., etc. Et on est encore dans l'imaginaire collectif assez loin de ça. Vous voulez vraiment qu'on termine cette émission par une mauvaise nouvelle, ou on peut quand même avoir des signaux d'optimisme, parce que l'on fait un constat un peu dur? Est-ce qu'on peut y croire dans les prochaines années? Oui, on peut y croire parce que pour 2 raisons principales, aujourd'hui la majorité des entreprises ont mis en place un dispositif de télétravail. Et le deuxième facteur positif, c'est que certaines générations vont partir à la retraite et d'autres générations arrivent sur le marché du travail, des générations qui sont nées dans les nouvelles technologies, qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait aller chaque matin à 9 h s'installer dans un poulailler pour travailler alors qu'on peut très bien le faire à la maison. Ah, ça va presque être un facteur de recrutement même. Ça va presque être un atout pour les recruteurs. Beaucoup d'entreprises mettent en place le télétravail pour redorer leur marque employeur. Ludovic, les mentalités vont changer? Heureusement, les mentalités changent. Enfin, c'est naturel. Hein. À chaque génération, il y a effectivement... alors, après, il faut 20, 25, 30 ans pour qu'une idée prenne place dans la société. Donc ça, c'est un processus qui est un petit peu lent. Mais effectivement, la génération des digital natives qui sont nés avec un ordinateur portable et ultra connecté dans les mains, aujourd'hui, c'est très clair. Dans les critères de recrutement, une voiture de fonction est moins un critère de recrutement qu'un bon smartphone. Et le fait de pouvoir ne pas se déplacer, ou en tout cas moins se déplacer, et notamment profiter plus de sa vie sentimentale, privée, amicale, etc., sera un critère de choix pour ceux qui auront le choix, parce que reste le problème des 10% de chômage qui ne laisse pas le choix à tout le monde. Mais effectivement, les choses vont dans le bon sens, et ça a grandi, donc on peut être plutôt optimiste. Bon, bah restons optimistes pour terminer cette émission. Merci à tous les deux pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle émission de la chaîne Smart City. Au revoir.